Ils nous ont mis en garde contre lui. Ils disaient que personne ne pourrait endurer son mode de vie, que la nature sauvage finirait par l'engloutir tout entier. Mais Heimo Kort n'a pas seulement survécu, il est devenu une légende. Dans les vastes étendues de l'Arctic National Wildlife Refuge, Heimo continue de défier toutes les règles, vivant comme l'un des derniers vrais pionniers de l'Amérique. Malgré la pluie, les blizzards et les hivers interminables, il survit exactement comme l'ont fait les premiers pionniers, en ne comptant que sur ses compétences, son courage et sa volonté dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Voici l'histoire de Heimo Kort, l'homme qui vit le plus loin de la civilisation aux États-Unis. On pourrait penser qu'il est né dans cette nature sauvage, qu'il a été élevé dans les étendues sauvages de l'Alaska dès sa naissance. Mais ce n'est pas le cas. L'histoire d'Heimo commence loin de l'Arctique dans le Wisconsin, un endroit presque aux antipodes de celui où il allait finalement construire sa vie. Contrairement aux travailleurs qui se rendaient dans le Nord juste pour une saison de salaire, Heimo n'était pas à la recherche d'une aventure temporaire. Il voulait la permanence. Il voulait vivre comme les Américains l'avaient fait autrefois, lorsque la terre était encore sauvage et impitoyable. À tout juste 22 ans, il a mis sa vie dans 2 sacs de voyage et est monté dans un bus Greyhound à destination de Fairbanks. Nous sommes en 1974. L'Alaska est encore la dernière frontière de l'Amérique, un endroit où un homme peut disparaître dans la nature et écrire ses propres règles s'il a les compétences, le courage et l'endurance nécessaires pour survivre. Heimo ne le savait pas encore, mais il allait grandir et posséder ses qualités en abondance. Au départ, cependant, il n'avait guère plus qu'un espoir juvénile, une dureté de garçon de ferme et des rêves de liberté. Comme tant d'autres avant lui, il n'avait aucune idée de ce que l'Arctique exigeait. La réalité a frappé fort. Les hivers du Wisconsin ne sont rien comparés au froid implacable du Nord. L'isolement est plus profond que tout ce qu'il avait pu imaginer. En Alaska, les erreurs ne sont pas des inconvénients, elles sont souvent fatales. Pourtant, Heimo a découvert quelque chose sur lui-même. Les défis qui poussaient les autres à retourner à la civilisation sont devenus le feu qui l'a poussé à aller de l'avant. Là où la plupart voyaient un danger, il voyait un but. Chaque épreuve est devenue une leçon, chaque échec un pas vers la maîtrise. Son premier emploi à Fairbanks était dans le domaine de la construction, mais sa véritable formation est venue par la suite. Pendant son temps libre, il a recherché les anciens, les chasseurs, les trappeurs et les pilotes de brousse qui avaient vécu à l'époque des territoires de l'Alaska. Ils sont devenus ses professeurs, lui transmettant la sagesse née de décennies passées dans la nature. Grâce à eux, Heimo a appris l'essentiel: comment lire les schémas météorologiques, suivre les mouvements des animaux et reconnaître les signes subtils qui font la différence entre la vie et la mort. Il a appris les 1000 petits détails qui séparent la survie de la tragédie dans l'Arctique. Puis vint son professeur le plus important, Phil Jago, un trappeur chevronné qui voyait en Heimo quelque chose de son jeune âge. Phil l'a pris sous son aile, lui enseignant non seulement les mécanismes du piégeage, mais aussi la philosophie d'une vie en harmonie avec la terre. Grâce aux conseils de Phil, Heimo a appris à construire et à entretenir des terrains de trappage s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers certaines des régions sauvages les plus reculées d'Amérique du Nord. Il est passé maître dans l'art de poser des pièges au bon endroit, de préparer et de conserver les fourrures, et de se déplacer au rythme de la terre plutôt qu'à son encontre. Pour Heimo Kort, il ne s'agissait pas seulement de techniques de survie, c'était le fondement d'une vie qui allait faire de lui l'un des derniers grands pionniers américains. Il pouvait parfaitement gérer les lignes de piégeage pendant le court hiver arctique qui était parfait pour le piégeage. La chose la plus importante qu'il a apprise de Jago est la préparation mentale et la discipline nécessaire pour survivre à long terme dans la nature. Heimo a appris beaucoup de choses et son voyage dans la nature sauvage commence à prendre de l'ampleur. Il pouvait désormais travailler seul pendant des mois et il avait la patience nécessaire pour attendre les bonnes conditions avant de faire des choix importants. En outre,
Il avait la force psychologique d'endurer les pires scénarios du froid rigoureux à l'isolement, en passant par les efforts physiques constants et pénibles. Croyez-le ou non, il a été capable de faire tout cela sans perdre sa concentration et sa détermination. La fin des années 1970 a marqué un tournant dans la vie d'Heimo Kort. Il entreprend un projet de construction de cabane, montrant toutes les techniques de survie en Arctique qu'il a passé tant de temps à apprendre. Il était clair que Kort était en train de devenir un maître de la nature sauvage. Il travaillait seul et n'utilisait que des outils manuels pour construire une cabane capable de survivre aux conditions arctiques les plus folles, tout en offrant le confort et la fonctionnalité nécessaires à une vie en pleine nature tout au long de l'année. La cabane a été construite avec beaucoup de soin. En fait, la conception reflétait les connaissances de Heimo et sa compréhension des principes de construction dans l'Arctique. La construction de cette cabane est si complexe que sa solidité a dû résister à toutes les épreuves. Tout d'abord, les fondations ont été construites de manière à éviter le soulèvement par le gel. Les murs ont été construits avec des techniques d'isolation qui permettent de maintenir la chaleur à l'intérieur, même lorsque les températures extérieures descendent jusqu'à 60 degrés au-dessous de zéro. Le toit présente également des caractéristiques impressionnantes, puisqu'il a été conçu pour supporter d'énormes charges de neige sans s'effondrer. Bien que toutes ces caractéristiques soient assez impressionnantes, le principal test de la cabane était de voir comment elle résisterait au premier hiver de Heimo, seul dans la nature. Pendant des mois, il a été coupé du monde et de tout contact avec l'extérieur. Sa première fois a nécessité un certain niveau de compétence et de préparation de sa part. Il savait qu'il devait affronter l'épreuve ultime et mettre à profit sa formation en milieu sauvage. L'hiver 1979 et 1978 a été si rude qu'il a failli y laisser sa vie, mais il a pu prouver qu'il maîtrisait les compétences nécessaires à cette survie indépendante dans l'Arctique. Tout ce que Heimo a appris au cours de ses premières années de l'approvisionnement en nourriture aux techniques de conservation a été très utile pour montrer sa compréhension de chaque rythme saisonnier qui guide la survie dans l'Arctique. Contrairement à d'autres endroits, l'Arctique était une bête différente. C'est le genre d'endroit où la chasse et la pêche ne peuvent être productives qu'à certaines périodes et non tout au long de l'année. C'est pourquoi Heimo a dû tirer le meilleur parti de cette période et conserver suffisamment de nourriture pour survivre pendant les longs mois où l'approvisionnement est pratiquement inexistant. Il a rendu tout cela possible grâce à ses techniques de chasse qui étaient un savant mélange de méthodes traditionnelles et d'innovations pratiques parfaitement adaptées aux conditions de l'Arctique. À cette époque, il a pu chasser le caribou, profitant inévitablement de la brève période pendant laquelle de nombreux animaux se déplaçaient sur son territoire. Heimo et son voyage à travers le Nord comportent de nombreux aspects qui méritent d'être soulignés. Tout au long de son périple, il maîtrise les techniques de traitement et de conservation de grandes quantités de viande avant qu'elle ne se détériore pendant le bref été arctique. Il développe également des stratégies de pêche pour profiter de la courte saison estivale lorsque les rivières et les lacs de l'Arctique sont libres de glace. Il apprend à identifier les lieux de pêche les plus productifs et les techniques qui permettent d'obtenir un rendement protéique maximal pendant la courte saison de pêche. Grâce à ces méthodes de conservation du poisson, la pêche d'été peut fournir des protéines tout au long des mois d'hiver. En 1985, Heimo est passé du statut de fermier du Wisconsin à celui de survivant de l'Arctique. Il a maîtrisé toutes les compétences dont il avait besoin pour survivre seul dans la nature. Tout ce qu'il a fait prouve qu'il était capable de survivre seul dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Cependant, une véritable épreuve l'attendait à l'avenir, la décision cruciale de faire de la nature sauvage de l'Arctique son foyer pour toujours. La vie de Heimo Kort dans l'Arctique. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un garçon du Wisconsin choisir la vie dans la nature plutôt que la civilisation. Pour Heimo Kort, la décision était prise, et avant même que l'on s'en rende compte, il a été déposé par hélicoptère avec sa femme Edna Kort
dans les vastes étendues du refuge national de faune et de flore sauvage de l'Arctique. Ils étaient rapidement devenus la seule résidence permanente dans une région plus vaste que la plupart des États. Mais la différence est que cette région n'a pas de route, pas de voisins, et plus inquiétante encore, n'a aucune possibilité de secours si les choses tournent mal. C'est ce que voulait Heimo Kort. En fait, il y travaillait depuis des années. Il est entré dans la cour des grands. L'Arctic National Wildlife Refuge n'était pas une expérience comme les autres. C'était le test ultime de ses compétences en matière de vie en milieu sauvage. Cette région a été créée pour préserver le dernier écosystème sauvage d'Amérique du Nord. Pas de route, pas de structure permanente, à l'exception de quelques cabanes protégées par des droits acquis, comme celle qu'Heimo a hérité de son mentor Phil Jugo. C'était un endroit différent de tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Vivre dans le refuge l'a amené à accepter l'entière responsabilité de sa propre survie. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marge d'erreur, ni même de filet de sécurité. Chaque décision qu'il prenait avait des conséquences, et toute erreur qu'il commettait pouvait avoir des conséquences néfastes. C'est le genre d'endroit qui remet les gens à leur place. C'est le genre d'endroit qui détermine si vous êtes un survivant de la nature sauvage ou un simple drogué de l'adrénaline à la recherche d'aventures temporaires. Heimo avait une routine bien établie dans la jungle qui tournait autour des rythmes qui régissaient la survie de l'Arctique depuis des milliers d'années. La routine se déroulait ainsi. L'été est consacré à la préparation à la chasse, à la pêche, à la cueillette et à la préparation générale du long hiver. L'automne est la saison des derniers préparatifs et le début de la saison de piégeage. Puis il y a l'hiver, la saison à endurer, et la saison où la survie dépend de tous les préparatifs qui ont été faits pendant les courts mois de l'été. Tout au long de ces saisons, Heimo a su démontrer son savoir-faire dans tout ce qu'il construisait et dans tout ce qu'il vivait. L'opération de piégeage qu'Heimo Kort a développée dans le refuge est une belle démonstration de sa maîtrise des techniques traditionnelles d'exploitation des fourrures dans des conditions modernes. Ces lignes de piège s'étendent sur plusieurs kilomètres dans les régions sauvages les plus reculées d'Amérique du Nord, ce qui n'a pu être réalisé qu'en voyageant pendant des semaines en motoneige, en traîneau à chien ou même à pied pour s'assurer que les pièges sont correctement entretenus. Ce n'est pas un mince exploit, car la construction du piège à elle seule exige un certain niveau de compréhension du comportement des animaux, des conditions météorologiques et de la navigation en milieu sauvage qu'il faut des années et des années pour vraiment maîtriser. C'est toute une science qui exige que chaque piège soit placé à des endroits où les animaux ciblés se déplacent régulièrement. Cependant, les sites doivent également être accessibles dans les conditions difficiles de l'hiver arctique lorsqu'il est possible de vérifier les pièges. La technique de piégeage de Heimo est remarquable. Il combinait des méthodes traditionnelles avec des innovations qu'il avait apprises au cours de décennies d'expérience. Il a utilisé à la fois des pièges modernes en acier et des pièges traditionnels à chute libre en fonction de l'espèce ciblée et des conditions de la zone. Son piège, comme beaucoup de ses expériences, nécessite des techniques de préparation et d'entretien qui garantissent une efficacité maximale tout en minimisant le temps et l'énergie nécessaires à l'entretien des lignes de piégeage. Ensuite, il y a les méthodes de préparation et de conservation des fourrures qu'Heimo a maîtrisées. Il a ainsi démontré les nombreuses compétences qu'il avait acquises au fil des ans et que peu d'Américains d'aujourd'hui possèdent. Chaque fourrure doit être écorchée, nettoyée et préparée selon des techniques spécifiques qui garantissent une valeur marchande élevée et un faible risque de détérioration. Bien que tous ces éléments fassent partie de ses plus grandes réalisations, la plus importante est sa capacité à adopter un mode de vie durable qu'il peut conserver en cas d'imprévu, même sans aucune forme d'aide extérieure. La particularité de Heimo Kort est qu'il a réussi à comprendre comment adopter un mode de vie permanent qui ne dépend pas de l'infrastructure moderne. Il a pu mettre au point des systèmes énergétiques pour sa cabane de refuge, ce qui prouve à quel point il connaît les principes des énergies renouvelables adaptés aux conditions de l'Arctique. La cabane
est équipé de panneaux solaires qui fournissent de l'électricité pendant les courts mois d'été, lorsque la lumière du jour est disponible. Il est également équipé de générateurs éoliens qui servent d'appoint à l'énergie solaire pendant les longues nuits d'hiver. Le chauffage au bois permet de se réchauffer et de cuisiner en utilisant des ressources forestières renouvelables. Heidi a construit des systèmes d'approvisionnement et de traitement de l'eau pour garantir l'accès à l'eau potable tout au long de l'année malgré les défis posés par les conditions arctiques. En été, l'eau provient des cours d'eau et des lacs voisins, tandis qu'en hiver elle provient de la fonte des neiges et de la glace. Cette eau est ensuite soumise à des techniques de purification qui garantissent sa salubrité sans utilisation d'équipements ou de composants chimiques. Heimo Kort a également veillé à ce qu'un système de gestion des déchets et d'assainissement soit mis en place, démontrant ainsi sa compréhension de la responsabilité environnementale inhérente à la vie en pleine nature. Tous les déchets doivent être traités de manière à ne pas contaminer les sources d'eau et à ne pas attirer les animaux sauvages dangereux tout en maintenant les conditions sanitaires nécessaires à une bonne santé à long terme. Grâce à tous les efforts qu'il a déployés, Kort a pu créer en l'an 2000 un mode de vie qui illustre le summum de la vie moderne dans la nature. Il a ainsi pu prouver que les Américains peuvent vivre seuls et de manière durable dans la nature. Bien que cela puisse sembler à la portée de tout le monde, il est essentiel de se rappeler que ce mode de vie est réservé à ceux qui possèdent les compétences, les connaissances et la détermination qu'il exige. La plus grande tragédie de la nature sauvage. Alors que la nature sauvage était un lieu de refuge pour Heimo Kort, il n'avait jamais imaginé qu'elle serait aussi un lieu de grande perte et de tragédie. La nouvelle était absolument bouleversante. Sa fille Colleen, qui n'avait que 18 ans, avait perdu la vie dans un accident de voiture à Fairbanks. La nature sauvage avait été comme son lieu de sécurité pendant de nombreuses années, et maintenant, elle était devenue un lieu qu'il ne pouvait pas fuir, un lieu qui était loin de sa famille, au moment de la plus grande crise qu'elle ait connue. Cette tragédie a suscité des réflexions plus profondes chez Heimo. Cela l'a obligé à faire face au coût du mode de vie qu'il avait choisi. Vivre dans la nature n'est pas sans conséquences. Cela signifiait être isolé des infrastructures modernes, mais surtout des systèmes de soutien qui aident les gens à faire face à la plupart des grands défis de la vie. Au lieu de cela, ils font face seuls à tous leurs défis. Heimo Kort n'a pas réagi comme n'importe qui face à cette tragédie. Au contraire, il a fait preuve d'une grande résilience. Alors que beaucoup auraient abandonné ce mode de vie, il a choisi de rester et de continuer à utiliser la nature sauvage comme source de guérison et de force. La nature sauvage a ceci de particulier qu'elle a des exigences quotidiennes qui peuvent devenir structurées, ce qui a donné à Heimo Kort une raison d'être pendant une période de chagrin accablant. Heimo Kort a décidé de créer un mémorial pour sa fille Colleen Kort dans la nature. À ce mémorial, Heimo a compris comment trouver la guérison et le sens dans le monde de la nature. Au lieu d'une pierre tombale traditionnelle, il a décidé de créer un mémorial vivant qui s'intègre dans le paysage que Colleen Kort et lui aimaient tous les deux. D'une certaine manière, ce mémorial montre que la nature sauvage n'est pas seulement un lieu de survie physique. Elle porte également la marque d'une alimentation spirituelle. Si la tragédie a apporté certains éléments psychologiques, elle a aussi été l'occasion pour Heimo Kort de réfléchir profondément à ses priorités. Il a commencé à évaluer l'impact de tous ses choix de vie sur sa famille. Il s'était rendu compte que la vie en milieu sauvage avait de nombreuses exigences, dont l'une consistait à demander aux membres de la famille d'accepter les risques et l'isolement qui vont de pair avec ce mode de vie. Avec la mort de sa fille, la question de savoir si ces risques sont justifiables ou non a commencé à se poser. À la fin de la journée, Heimo est resté fidèle à sa détermination. Il a décidé de poursuivre son mode de vie dans la nature, malgré la grande tragédie qui l'accablait. Par cette décision, il a réaffirmé que les avantages de la nature sauvage l'emportaient sur les coûts. Cependant, il a pris des décisions qui reflètent sa compréhension croissante de l'importance des liens familiaux
et de la nécessité de trouver un équilibre entre l'indépendance dans la nature et les responsabilités familiales. Cette tragédie a complètement changé les choses telles qu'il les connaissait. Il a décidé de procéder à des changements, notamment en matière de communication. Il s'est rendu compte que l'isolement total n'était plus un mode de vie viable pour le bien-être émotionnel de sa famille. Il a mis en place des téléphones satellitaires et des connexions Internet pour s'assurer que ses liens avec les membres de sa famille restent intacts. Il a également modifié son mode de transport. Il savait qu'il devrait voyager dans le monde plus souvent pour répondre à des obligations familiales, tout en conservant sa résidence principale dans la nature. Il a donc amélioré l'accès aux avions et s'est assuré que le matériel de transport était plus fiable, ce qui lui a permis de concilier vie de famille et vie dans la nature. Cette tragédie a indéniablement marqué la vie de Heimo Kort, mais elle lui a surtout appris l'importance de partager ses connaissances et son expérience avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de la compréhension de ce que la nature sauvage a à offrir. C'est ainsi qu'il a commencé à partager sa vie avec des documentaristes et des écrivains qui pouvaient l'aider à préserver et à partager les connaissances qu'il avait acquises au fil des ans dans la nature. Au cours de cette période, les projets documentaires mettant en scène Heimo ont veillé à présenter des versions vraies et brutales de la vie dans la nature sauvage moderne. Contrairement aux représentations romancées du mode de vie en milieu sauvage que l'on trouve dans la culture populaire et les médias, ces documentaires ont bien montré les récompenses et les coûts liés au choix d'une vie autonome en milieu sauvage. Le fait que Kort ait accepté de partager son histoire prouve que les connaissances et les compétences qu'il a acquises dans les régions sauvages s'appliquent à tous les aspects de sa vie. Et comme il est l'un des derniers Américains à vivre une vie indépendante dans la nature, il est un lien vivant avec les traditions de la frontière qui ont façonné le caractère et la culture américains. Au cours de cette période, Heimo a entrepris des activités d'enseignement et de mentorat qui témoignent de son engagement à préserver les compétences et les connaissances en matière de nature sauvage pour les générations futures. Malgré tout, Heimo Kort reste réaliste quant aux défis que pose la vie dans la nature. Il ne donne jamais une image positive de son mode de vie et n'encourage même pas les autres à l'adopter sans comprendre pleinement le niveau de compétence, d'engagement et de sacrifice qu'il exige. Son enseignement souligne l'importance d'une bonne préparation et d'attentes réalistes. Au cours de cette période, il s'est également engagé dans la défense de la nature, ce qui témoigne de sa profonde compréhension des menaces qui pèsent sur les zones de nature sauvage. Heimo s'est fait le porte-parole de la protection et de la préservation des espaces sauvages qui rendent son mode de vie possible. Il sait mieux que quiconque qu'à mesure que la pression du développement augmente et que le changement climatique affecte l'écosystème arctique, ces espaces sauvages sont de plus en plus menacés. Son message est simple, mais il a une force considérable. Il estime que les zones sauvages, telles que l'Arctic National Wildlife Refuge, symbolisent des ressources irremplaçables dont les avantages vont bien au-delà de leur valeur économique. La nature sauvage préserve l'écosystème, les populations d'animaux sauvages et de nombreux modes de vie qui ne peuvent être remplacés une fois qu'ils ont disparu pour de bon. En 2010, Heimo Kort s'est senti investi d'une nouvelle mission et a mieux compris son rôle en tant qu'un des derniers habitants des régions sauvages d'Amérique. À la lumière de sa tragédie personnelle, il a grandi et appris davantage. Son histoire est devenue une preuve vivante de la capacité de résistance et d'adaptation de l'homme face aux défis naturels et personnels. Les avertissements ignorés. Lorsque Heimo Kort a débarqué pour la première fois en Alaska, il n'était pas l'homme endurci que nous connaissons aujourd'hui. Nous savons déjà qu'il n'est pas né dans ce style de vie et qu'il n'a pas non plus hérité d'une connaissance générationnelle de la nature. Il s'agit plutôt d'un jeune homme du Wisconsin élevé dans un monde de routes de magasins et d'électricité. Cependant, Heimo savait qu'il n'était pas satisfait du confort de la vie moderne. Il a grandi en lisant des histoires sur les pionniers, les trappeurs et les anciens explorateurs des régions sauvages. Il n'est donc pas surprenant que ce soit dans ces pages
qu'il ait trouvé sa voie dans la vie. Il savait au fond de lui qu'il voulait quelque chose de brut et de non filtré. Il était déterminé à vivre plus près de la terre que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Ce que vous ne savez probablement pas à propos de l'histoire d'Aymau-Corte, c'est que dès le début des gens ont essayé de l'en empêcher. Les habitants de l'Alaska, qui avaient vu de nombreux nouveaux arrivants débarquer avec enthousiasme et sans aucune préparation, lui ont dit que c'était trop dangereux. Ils l'ont prévenu que la nature sauvage n'était pas un endroit où les rêveurs pouvaient survivre. Après tout, ils avaient vu de nombreuses personnes, avant lui venir dans la nature sauvage, poursuivant une sorte de rêve d'indépendance et d'aventure, pour finalement être complètement détruites par la dure réalité du Nord. Ils ont noté que certaines personnes ont à peine tenu une saison, et que d'autres n'ont même pas survécu du tout. Ils étaient clairs dans ce qu'ils essayaient de dire. Le bush de l'Alaska ne pardonne pas, et il serait dangereux pour lui s'il n'était pas prêt à l'affronter. Les habitants n'étaient pas les seuls à avoir beaucoup à dire. Le gouvernement a également mis en doute le type de vie qu'Aymau voulait mener. La réserve naturelle nationale de l'Arctique, où il a fini par construire sa maison, n'a jamais été conçue pour une installation humaine à long terme. Au fil des ans, les politiques fédérales ont poussé les familles à quitter les terres, indiquant clairement que la zone était destinée à la conservation et non à la résidence permanente. Il y avait ici un avertissement tacite du gouvernement. Le mode de vie dont Aymau avait rêvé n'a pas d'avenir. Aymau a ignoré tous les avertissements et est allé de l'avant. Il était certain que ce que les autres considéraient comme impossible serait pour lui la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Il a donc enduré des erreurs qui auraient pu écraser des hommes moins déterminés. Il a appris tout ce qu'il pouvait par essai et erreur. Même si dans de nombreuses situations, l'erreur impliquait des gelures, la famine, et pire encore. Chaque tentative ratée ne fait qu'accentuer son désir. Pour lui, la survie ne consiste pas à ignorer les avertissements. Il s'agissait de prouver qu'il pouvait les surmonter. Bien qu'il ait eu un excellent état d'esprit, ces avertissements étaient empreints d'une dure vérité. La nature sauvage, tout comme la vie, ne vous épargne pas quels que soient vos talents et votre détermination. La nature a toujours le dernier mot. C'est à ce moment-là qu'Aymau a appris de la manière la plus douloureuse qui soit. À la fin des années 1980, lorsque la tragédie a frappé avec la perte de sa fille dans un accident de canoë, il a su que la nature était un réconfort pour lui, mais qu'elle avait aussi apporté la destruction. En un seul instant, tous les avertissements dont les gens avaient parlé, les dangers et l'isolement sont devenus réalité. Le fait que les moyens puissent tout prendre est devenu une dure réalité pour Aymau-Corte. Pour la plupart des gens, cela aurait été le point de rupture et le moment de s'en aller et de retourner à la civilisation. Mais Aymau-Corte ne l'a pas fait. Il a choisi de continuer à avancer, même si le chagrin le suivait partout où il allait. Les avertissements s'étaient concrétisés, mais il n'allait pas les laisser changer son chemin. L'histoire d'Aymau-Corte est à bien des égards définie par ces avertissements, non pas parce qu'il a écouté, mais parce qu'il n'a pas écouté. En refusant d'écouter tous les avertissements, il a pu se créer une vie que peu de gens pourraient endurer, devenant ainsi l'un des derniers symboles de la survie en milieu sauvage en Amérique. L'histoire d'Aymau-Corte a été une mise en garde pour certains et l'un des derniers symboles de la survie en milieu sauvage pour beaucoup. À travers tout cela, il a fait preuve de bravoure, de persévérance et d'amour pour la nature sauvage. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les derniers habitants de l'Alaska, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer des histoires comme celle-ci.